Ève abandonna l'école et accepta tous les emplois possibles pour nourrir son frère et sa sœur. Faire la planche dans des restaurants, nettoyer des bureaux, livrer des colis, tout ce qui payait. Elle ne se plaignait jamais. Elle savait seulement qu'elle devait être forte parce que Lily et Daniel avaient besoin d'elle. Puis, lorsqu'elle eut 17 ans, Lily reçut un diagnostic de leucémie. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Ève se souvenait de ce jour comme s'il s'était produit la veille. Elle se souvenait du visage froid du médecin lorsqu'il leur avait annoncé la terrible nouvelle. Elle se souvenait des yeux innocents de Lily quand elle avait demandé « Grande sœur, est-ce qu'on peut guérir ça ?» Elle se souvenait de la sensation de son cœur serré dans un poing. Ève courut partout, suppliant, empruntant, travaillant, sans s'arrêter. Mais les factures de l'hôpital étaient trop énormes, et elle n'était qu'une fille de 17 ans qui n'avait rien entre les mains. Lily mourut dans les bras d'Ève par une nuit d'hiver glaciale. Les derniers mots de sa petite sœur résonnaient encore chaque nuit dans l'esprit d'Ève. « Grande sœur, ne pleure pas. Je n'ai plus mal. » 8 ans. Lily n'avait que 8 ans. Ève ne s'était jamais pardonné de ne pas avoir réussi à la sauver. Puis 5 ans plus tôt, quand Ève avait 22 ans, Daniel reçut un diagnostic d'insuffisance rénale. L'histoire se répétait dans une boucle cruelle et impitoyable. Mais cette fois, Ève se jura qu'elle ne perdrait pas un autre frère ou une autre sœur. Peu importe ce que cela exigerait, peu importe ce qu'elle devrait endurer, elle sauverait Daniel. C'était pour cela qu'elle était venue ici pour travailler au manoir Moretti contre un salaire plus élevé que partout ailleurs. Même si elle devait supporter le mépris de Serena, même si elle devait vivre dans cette petite chambre étouffante tant qu'elle pouvait payer les frais médicaux de Daniel, elle pouvait endurer. Ève posa la photographie et prit son téléphone composant un numéro familier. Après quelques sonneries, la voix faible de Daniel se fit entendre. « Comment tu te sens aujourd'hui, Dani ?» demanda Ève, luttant pour garder une voix stable. « Ça va, grande sœur. Ne t'inquiète pas pour moi. Et ton travail ?» Ève sourit même si Daniel ne pouvait pas le voir. « Tout va bien. Je viendrai te voir ce week-end, d'accord ?» Après avoir raccroché, Ève resta assise dans l'obscurité. Le sourire sur ses lèvres s'effaça lentement, et des larmes commencèrent à rouler sur ses joues. Elle pleura sans faire de bruit, comme elle pleurait depuis 10 ans, seule, dans le noir invisible inaudible. Dans la pièce secrète, Vincent était assis sans bouger devant les écrans. Son système audio avait capté tout l'appel, ainsi que les sanglots étouffés d'Ève. Il avait tout entendu. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, le cœur du chef de mafia le plus froid de New York se serra de douleur. Non pas à cause de la trahison de Serena, mais à cause des pleurs d'une fille qui portait le monde entier sur ses petites épaules. Il voulait sortir de cette pièce, il voulait aller vers elle, il voulait lui dire qu'elle n'était pas seule. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas maintenant. Vincent fixa l'image d'Ève tandis qu'elle pleurait seule dans la chambre sombre, puis murmura d'une voix chargée d'une tristesse douloureuse. « Qu'as-tu traversé, Ève ? Comment quelqu'un d'aussi brisé peut-il encore briller avec autant d'éclat ?» Le 2e jour depuis que Vincent avait fait semblant de partir pour la Sicile. Ce matin-là, Serena entra dans la chambre de Maggie pour prendre de ses nouvelles dans le cadre d'une nouvelle routine cruelle qu'elle avait commencé à apprécier. Elle voulait s'assurer que la vieille femme haïssable s'affaiblissait sans ses médicaments. Mais lorsqu'elle vit Maggie appuyée contre la tête de lit, le teint plus sain que la veille, Serena comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle s'avança jusqu'à la table de chevet, ouvrit la boîte de médicaments pour l'inspecter et constata que le nombre de comprimés avait diminué exactement selon la dose prescrite. Quelqu'un avait défié son ordre. Quelqu'un avait osé faire ce qu'elle avait interdit. La colère de Serena s'embrasa dans sa poitrine comme de l'essence prenant feu. Elle tourna les talons pour trouver la personne qui avait osé défier son autorité. Et il ne fallut pas longtemps pour découvrir la coupable.
Cet après-midi-là, dans la chambre de Maggie, Ève était agenouillée près du lit, massant doucement les jambes engourdies de Maggie. Ses mains bougeaient lentement, appuyant sur des points qui aidaient le sang à mieux circuler. Une technique qu'elle s'était enseignée elle-même dans des livres pour mieux prendre soin de Maggie. Maggie avait les yeux fermés, son visage se détendant dans un rare moment de soulagement. La porte s'ouvrit violemment avec un fracas. Ève sursauta et se retourna, et son cœur se serra lorsqu'elle vit Serena debout là, le visage de glace et les yeux brûlants de haine. Serena entra, referma la porte derrière elle et s'avança vers Ève à pas lents et menaçants. « Tu lui as donné ses médicaments, n'est-ce pas ?» siffla Serena comme un serpent venimeux, chaque mot dégoulinant de mépris. Ève se leva et fit face à la femme devant elle. Elle savait ce qui allait arriver, mais elle ne s'enfuit pas. Elle avait déjà trop fui dans sa vie. « Maggie a besoin de ses médicaments. C'est mon travail de prendre soin d'elle. » La voix d'Ève était calme, sans le moindre tremblement de peur. Serena laissa échapper un rire fin, un son froid dénué de chaleur. Puis, sans le moindre avertissement, elle leva la main et gifla Ève au visage. Une gifle qui tomba comme un éclair. Le bruit claqua dans la pièce silencieuse, comme un coup de tonnerre. La tête d'Ève partit sur le côté sous la force du coup, sa joue brûlée, et elle sentit un goût métallique à l'endroit où le coin de sa bouche s'était fendu. « Tu n'es qu'une domestique, reste à ta place !» Serena hurla, son doigt pointé vers le visage d'Ève. Maggie émit un son étranglé sur le lit, essayant de dire quelque chose, mais Serena se retourna brusquement et la fusilla du regard, la réduisant en silence. Dans la pièce secrète, Vincent bondit de sa chaise, tout son corps tendu comme un fil tiré jusqu'à son point de rupture. Chaque instinct en lui hurlait de sortir, de la protéger, d'affronter cette femme lui-même. Mais la voix de Marcus lui parvint dans l'oreillette. « Pas encore, patron, il nous faut plus de preuves. » Vincent serra les dents, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa paume jusqu'à provoquer une douleur vive. Il fixa l'écran où Ève touchait sa joue brûlante. Ce qui le bouleversa, c'est qu'elle ne pleura pas. Elle ne recula pas, elle ne baissa pas la tête. Ève regarda Serena droit dans les yeux, et dans son regard brun, il y avait quelque chose que Serena n'avait jamais vu chez aucun domestique. Une résilience impossible à briser. « Frappez-moi si vous voulez. Je ne vous rendrai pas les coups, mais je n'arrêterai pas non plus de prendre soin de Maggie. » La voix d'Ève traversa la pièce étrangement stable. Serena tressaillit. Elle avait l'habitude que les gens la craignent, l'habitude que les têtes se baissent devant son pouvoir. Mais cette fille, cette aide-soignante ordinaire, osait la regarder dans les yeux comme si elle n'était rien. Avant que Serena puisse réagir, Ève reprit la parole. « Des gens bien plus terrifiants que vous m'ont déjà frappé. Ils ne m'ont pas brisé à l'époque, et vous ne me briserez pas aujourd'hui. » Serena recula d'un pas comme si les mots d'Ève avaient une force physique. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être frappé et rester debout, continuer à regarder la personne qui l'avait frappé sans la moindre trace de peur. Cela dépassait l'entendement de quelqu'un qui n'avait jamais connu de véritable épreuve. « Tu le regretteras », cracha Serena entre ses dents. « Après le mariage, tu seras la première que je jetterai hors de cette maison. » Ève hocha la tête, pas le moins du monde ébranlée. « Alors je prendrai soin d'elle jusqu'à ce jour-là. » Serena n'avait plus rien à dire. Elle tourna les talons et sortit en claquant la porte. Mais en elle, une étincelle de malaise commença à naître. Il y avait quelque chose chez cette fille qui l'effrayait. Une forme de force que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter. Dans la chambre, Maggie regarda Ève avec les yeux pleins de larmes. Ces larmes ne venaient ni de la peur, ni de la douleur d'avoir vu Ève se faire frapper. C'étaient des larmes de fierté, d'admiration pour la jeune femme devant elle. Elle murmura, la voix tremblante d'émotion. « Cette fille a plus de courage que toutes les personnes que j'ai connues. » Dans la pièce secrète, Vincent se laissa retomber sur sa chaise, tout son corps tremblant de retenue. Sa paume blessée lançait, mais il ne le sentait pas. La seule douleur qu'il ressentait était dans sa poitrine, là où son cœur se tordait chaque fois qu'il voyait la marque rouge sur la joue d'Ève. Il parla dans l'oreillette, sa voix glaciale, mais portant une tempête prête à se déchaîner.
Si elle lève encore une fois la main sur Ève, je n'ai plus besoin d'aucune preuve. Je m'occuperai d'elle moi-même. » Marcus resta silencieux à l'autre bout. Il travaillait depuis assez longtemps pour Vincent pour savoir que son patron ne disait jamais ce genre de choses à la légère. Et pour la première fois depuis des années, Marcus comprit que Vincent venait de placer quelqu'un au même niveau que sa mère dans le cercle des personnes qu'il protégerait. Cette aide-soignante ordinaire que tout le monde ignorait avait d'une manière ou d'une autre trouvé le chemin du cœur du chef de mafia le plus froid de New York. La deuxième nuit tomba comme un rideau noir tiré sur le manoir Moretti. Quand chacun se fut retiré dans ses appartements privés et que la maison sombra dans le silence, Serena et Thomas se retrouvèrent de nouveau dans le salon. Ils ignoraient que chaque recoin de cette pièce abritait des caméras cachées. Ils ignoraient que chaque mot qu'ils prononçaient était enregistré pour l'homme qu'ils conspiraient à trahir. Vincent était assis dans la pièce secrète, les yeux fixés sur l'écran, tandis que Serena versait un verre à Thomas et s'asseyait près de lui sur le canapé. La colère d'avoir vu Ève frapper couvait encore en lui, mais il savait qu'il devait rester maître de lui. Il lui fallait toute la vérité avant d'agir. Thomas but une gorgée de vin, ouvrit sa mallette en cuir et en sortit une pile de documents. Il dit à Serena que le contrat prénuptial avait été révisé et qu'il s'en était assuré. Après le mariage, s'il y avait un divorce, elle recevrait 60% des biens de Vincent. Serena fronça les sourcils, son mécontentement se lisant clairement sur son visage. « Le divorce, dit-elle, c'est trop lent. » Elle demanda ce qu'il en était de l'autre plan. Thomas posa son verre, baissant la voix, comme si quelqu'un pouvait les entendre, alors que la pièce était complètement vide. Il dit que le problème, c'était la vieille femme. Tant qu'elle était vivante et encore lucide, elle pouvait toujours influencer les décisions de Vincent. Il devait la faire déclarer légalement incapable. Serena hocha la tête, un sourire vicieux se formant sur ses lèvres. Elle dit qu'elle avait un médecin que l'on pouvait convaincre. Une fois Maggie déclarée incapable, il pourrait l'envoyer dans un établissement spécialisé. Loin des yeux, loin du cœur. Vincent sentit son sang commencer à bouillir en écoutant. Il prévoyait d'envoyer sa mère dans une maison de retraite, de la faire passer pour sénile, afin de pouvoir la couper de sa vie. Sa main se referma en poing, mais il se retint. Il continua d'écouter. Thomas demanda ce qui viendrait ensuite, la voix lourde de curiosité et de cupidité. Serena se pencha vers lui, abaissant sa voix en un murmure venimeux. Ensuite, ils attendraient quelques années, jusqu'à ce que Vincent lui fasse entièrement confiance. Et quand le bon moment viendrait, les accidents arrivaient tout le temps. Elle eut un rire froid, et ce son fit glisser un frisson le long de l'échine de Vincent. Elle ne voulait pas seulement son argent, elle voulait sa mort. Thomas rit lui aussi, puis il commença à rapporter ce qu'il avait déjà fait. Il dit qu'il avait transféré une partie de l'argent de Vincent sur un compte en Suisse, environ 10 millions de dollars jusqu'à présent, et que Vincent n'en savait rien. Il avait aussi imité la signature de Vincent sur plusieurs documents de transfert d'actifs, s'assurant que lorsque tout éclaterait, ils auraient déjà assez d'argent pour disparaître et commencer une nouvelle vie en Europe. Serena embrassa Thomas sur la joue pour le récompenser de ce qu'il avait fait. Elle dit que dans quelques années à peine, ils auraient tout. L'argent de Vincent, leur liberté, et une vie de luxe quelque part où personne ne pourrait jamais les retrouver. Et Vincent, dit-elle, n'aurait plus rien, plus d'argent, plus de mère, plus de vie. Dans la pièce secrète, Vincent resta parfaitement immobile. Tout ce qu'il venait d'entendre le frappa comme de l'eau glacée, jetée en plein visage, et en même temps comme une flamme brûlant les derniers lambeaux d'illusion qu'il portait encore au sujet de la femme qu'il avait prévu d'épouser. Il savait déjà que Serena le trahissait avec Thomas. Il savait déjà qu'elle traitait sa mère avec cruauté, mais il ne s'était pas attendu à ce que leur complot soit aussi profond, aussi impitoyable. Il ne voulait pas seulement son argent. Il voulait détruire sa mère. Il voulait mettre fin à sa vie. Il voulait voler tout ce qu'il avait bâti en 17 ans. Vincent fixa l'écran où Serena et Thomas riaient encore, dressant encore des plans ignobles qu'il croyait impossibles à découvrir. Un sourire apparut lentement sur ses lèvres.
Ce n'était pas un sourire de plaisir. C'était le sourire d'un loup qui regarde sa proie entrer dans le piège. Froid dangereux, promesse de la tempête qui allait s'abattre sur ceux qui avaient osé trahir la famille Moretti. Elle voulait jouer avec un Moretti, murmura-t-il, sa voix traversée de menaces. Alors il allait lui montrer comment on joue. Il prit le téléphone et appela Marcus. Quand Marcus répondit, Vincent donna un ordre bref et définitif. « Creuse plus loin. Découvre tout sur Serena Blackwood. Tout. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Je veux savoir qui elle est vraiment. » Marcus répondit qu'il s'en occuperait immédiatement. Vincent raccrocha et se tourna de nouveau vers l'écran. Serena et Thomas étaient toujours là, ignorant que leur sort était déjà scellé. Ils pensaient tout contrôler. Ils pensaient que Vincent n'était rien de plus qu'une victime stupide, attendant d'être détruite. Mais ils se trompaient. Ils avaient choisi le mauvais adversaire. Et dans le monde de Vincent Moretti, les traîtres n'avaient qu'une seule fin. Le 3e jour au manoir Moretti commença par un appel urgent de Marcus. Vincent était assis dans la pièce secrète, observant Serena à travers les caméras, lorsque son téléphone vibra. Il vit le nom de Marcus s'afficher et répondit aussitôt. À l'autre bout, la voix de Marcus était tendue et pressante. Rien à voir avec son calme habituel. « Patron, j'ai des informations importantes, très importantes. Je pense que vous devez les entendre tout de suite. » Vincent s'adossa à sa chaise, les yeux toujours fixés sur le flux des caméras. « Parle. » Marcus inspira longuement, avant de continuer, comme si même lui n'arrivait pas vraiment à croire ce qu'il s'apprêtait à dire. « Patron, Serena Blackwood n'existe pas. » Vincent fronça les sourcils sans comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le ton de Marcus devint encore plus grave, tandis qu'il expliquait. « La vraie Serena Blackwood est morte dans un accident de voiture en Europe il y a 5 ans. La femme dans votre maison, celle que vous aviez prévu d'épouser, s'appelle en réalité Serena Miller. » Vincent eut l'impression que quelqu'un venait de lui enfoncer un poing dans l'estomac. Il se figea, ne dit rien, et laissa Marcus poursuivre. Marcus dit que Serena Miller était née dans un bidonville à la périphérie de Chicago. Son père était un escroc professionnel qui lui avait appris tous les tours possibles alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle avait grandi avec des leçons sur la falsification de documents, sur l'art d'entrer dans la peau de quelqu'un d'autre, sur la manipulation des esprits pour prendre de l'argent et des biens. 5 ans plus tôt, Serena Miller avait découvert que Serena Blackwood, fille unique d'une famille new-yorkaise riche mais recluse, était morte dans un accident en France. Ce décès n'avait pas été largement annoncé car la famille Blackwood voulait le garder privé. Serena Miller y vit une ouverture. Elle vola l'identité, les papiers, toute l'histoire de la vraie Serena Blackwood. Elle apparut à New York comme une héritière Blackwood revenue après des années d'études en Europe. Marcus marqua une pause, puis ajouta quelque chose qui choqua Vincent encore davantage. Les Blackwood n'avaient jamais eu de fille biologique. Ils avaient adopté Serena Blackwood alors qu'elle n'avait que quelques mois, et avaient gardé ce secret pour tout le monde. Quand la jeune fille mourut, ils furent si dévastés qu'ils choisirent le silence sans rien dire à personne. Serena Miller exploita cela.